Et c'est toujours avec le sourire que nous vous retrouvons chaque matin lorsqu'il sonne 7h30 chez vous, mais également chez nous pour l'émission Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso du 26 avril. Oui, avril qui tire vers sa fin. Il nous reste quelques 4 jours. Et voilà, nous espérons donc que vous allez pouvoir justement passer la fin de ce mois en santé. C'est important. Comme Michael a l'habitude de le dire, l'argent est bon, mais la santé est meilleure. Merci de nous renouveler votre fidélité. Rappelons que cette semaine, nous sommes installés au niveau de la rue Wemba Poko. Il faut rappeler que c'est une rue qui se trouve dans le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Et puis, nous vous relatons aussi l'histoire de Wemba Poko. Il faut rappeler qu'elle était la Benjamine donc de Moro Naba Oubri à l'époque, et elle était ministre en charge de la réconciliation du Moro. Nous allons aujourd'hui écouter le témoignage de M. Sandaogo Henri Kabouré qui va nous parler de Wemba Poko et de la rue Wemba Poko. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et la revue de presse est présentée aujourd'hui par Bébé Kodio Kambo que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est un banquier de formation. Il faut rappeler qu'il est cadre supérieur du banque et par ailleurs écrivain. Il est auteur du livre intitulé La Banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école. Vous allez découvrir plus ce livre avec nous. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez la chronique du jour qui est la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'utilisation du téléphone portable par les élèves, notamment les scolaires au niveau des écoles. C'est un thème qui est d'actualité intéressant d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure. Voici pour le décor de l'émission de ce jour. Merci, on y va tout de suite et maintenant pour la découverte de la rue Wemba Poko. Et nous y sommes installés confortablement au niveau de cette voie. Donc, cette rue dénommée rue Wemba Poko qui se trouve dans le quartier Wemtenga, donc de Ouagadougou. Rappelons que cette rue est longue, d'environ 1 km 500 et est située justement à Wemtenga. Il faut rappeler que la rue a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée d'ailleurs. C'est une rue qui rend hommage à la femme puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Moro Naba, c'est-à-dire Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume Mossi et de réconcilier et concilier donc ceux qui se disputaient. Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamine du Moro Naba. De nos jours, son trône est occupé par Wemba Ligdi qui règne dans son palais dans le quartier de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter un fils donc de Wemtenga et puis bien sûr par ailleurs président de l'association Wemdogo. Il s'agit notamment de Monsieur Sandaogo Henri Kabouré. Je m'appelle Sandaogo Henri Kabouré. Je suis de Wemtenga, président de l'association Wemdogo. Alors, nous sommes à Wemtenga, précisément sur la rue Wemba Poko. Wemba Poko fut la Benjamin du Moro Naba Oubri. Moro Naba Oubri, c'est le 3e empereur de Mossé et le fondateur du royaume de Ouagadougou. Alors, il a régné entre 1182 et 1244. C'est une longue histoire. Wemba Poko, comme je le disais, c'est la Benjamin du Moro Naba Oubri. Je disais également tantôt que le Moro Naba a régné entre 1182 et 1244. Ça fait 62 ans de règne. Alors, il a constaté à un certain moment, surtout à ces derniers moments, il a constaté que dans son royaume, les conflits étaient légion. Les gens, quand ils s'élèvent, entre eux, il n'y a pas d'entente. Entre communautés aussi, il y avait des problèmes. C'est ainsi que, dans le souci de léguer à son successeur un royaume de paix, le Moro Naba Oubri a réuni sa cour. Et ensemble, ils ont décidé de trouver quelqu'un qui va jouer au médiateur. Et la décision
a été prise et que c'est son dernier enfant qui sera intronisé comme médiateur. Au finish, après le Moro Naba, alors on a constaté que c'était une fille, une femme qui était son dernier enfant. Et elle se prénommait Coco. Elle était déjà mariée, mais alors comme la décision a dit que c'est son dernier enfant, sans préciser le sexe, alors on a décidé de lui retirer de son mari et en retour on a trouvé une autre femme pour ce monsieur et on l'a intronisé comme tout dignitaire, comme médiateur du royaume Mossé. Il a été dit que à qui elle demande pardon, que la personne accepte. Que ce soit entre individus, entre collectivités et même jusqu'au roi. Personne n'avait le droit de refuser la demande de pardon de Wemba Poko. Alors, Wemba Poko, Wemba, selon certaines versions, c'est le fait qu'elle est revenue sur ses parents. Donc, c'est des déformations. Et c'est ce qui est devenu Wemba. Vous verrez que dans certaines contrées, comme à Wayuya, alors toutes les filles de Wayuya qui reviennent en famille pour rendre visite à leurs parents sont aussi appelées Wemba. Donc c'est le sens de Wemba, c'est la fille qui a quitté son foyer et qui revient à domicile chez ses parents. Alors, on a juste retiré, on l'a retiré de son foyer pour la permettre d'être libre, pour pouvoir bien jouer le rôle de médiateur, pour qu'elle ne soit pas sous l'influence de quelqu'un. Vous savez qu'avant, si toi tu es femme, alors l'homme influence souvent. Et comme on veut qu'elle joue pleinement son rôle, il faut qu'elle jouisse d'une liberté. Et c'est ainsi que elle a été intronisée. On a construit un palais pour elle. Alors, quand les griots veulent louer le Wemba, on dit Pair Zemdoiri, Wemdoro, Patirnyongo. Ça veut dire que la cour d'une femme qui équivaut à celle d'un homme. Et ce n'est pas une cour qui a été construite à la hâte. Donc ça a été construit un vrai palais aussi. Et à partir de ce jour, elle était chargée de faire la médiation dans tout le royaume aussi. Dans tout le royaume. Et jusqu'au roi. Et si jamais tu refuses la demande de pardon, c'était considéré comme un sacrilège. Alors, le roi pouvait envoyer les guerriers. Si c'est entre collectivités, entre communautés, alors la partie qui a refusé la demande, alors on inflige une correction à ces gens pour qu'ils sachent que, alors, une fois qu'on te demande pardon, il faut accepter, sinon le malheur peut s'en suivre. Alors, donc, c'est à partir de là, alors il y a eu des Wemba qui se sont succédés, aussi bien des hommes comme des femmes, qui ont tous été des benjamins du Moro Naba. Alors, comme le Moro Naba continuait de faire ses conquêtes en son temps, au fur et à mesure que le royaume s'élargissait, alors il y a besoin d'installer aussi bien des guerriers autour de celui que le Moro Naba choisit comme chef de cette localité, et il faut aussi un système aussi pour la médiation. Donc on a fait appel à, souvent, s'il y a un Benjamin qui n'a pas été intronisé ou une Benjamine, on l'amène là-bas pour nommer Wemba. Alors, et jusqu'à un certain moment, bon, là où il y a eu des Wemba hommes, c'est devenu une famille de Wemba. Et c'est là, aujourd'hui, à partir de Moro Naba Zetro Bousma, est né Wemba Rare, qui a fondé le quartier, le village de Wemtenga de Ouagadougou, là où nous sommes actuellement. Sinon,
depuis que le Moro Naba Oubri, qui a décidé de nommer le Wemba, c'était depuis le XIIe siècle. Et en ce moment, c'était toujours, le Moro Naba Oubri était toujours à Zignaré. Et les premiers Wemba, la première à être nommée était basée à Goué, dans la commune rurale de Lumbila. Aujourd'hui, comme le Moro Naba est à Ouagadougou, alors c'est le Wemba de Wemtenga de Ouagadougou qui est chargé de la médiation auprès de lui. Et vous écoutiez à l'instant M. Sandaogo Henri Kaboré. Rappelons qu'il est fils de Wemtenga, donc ressortissant de Wemtenga, et par ailleurs président de l'association Wemdogo. Et il nous livrait là son témoignage sur la rue Wemba Poko, mais surtout sur l'histoire de Wemba Poko elle-même. C'était bien sûr dans la rubrique à la découverte 2. Et nous disons merci à Abdoulaye Kinda qui était justement sur le terrain pour nous, qui nous a ramené ces images et ces témoignages. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer confortablement Kambou pour la revue de presse, et ça sera avec Nabaloum Noka. Merci à tous ceux qui sont en bas. Et pour la suite de cette émission, nous allons passer à la revue de presse avec Kambou aujourd'hui, virgule, et on revient. Il est bien installé sur notre plateau. Kambou nous fera le tour du moins des différents journaux avec nous aujourd'hui. Bonjour à toi Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est l'Obs qui nous accueille pour commencer? C'est bien cela, comme d'habitude. L'Obs, c'est le doyen des quotidiens. Donc pour respecter les droits d'Ernest, nous débutons par la une de l'Obs. D'accord. Alors, à la une de l'Observateur Palga ce matin, l'on apprend lutte contre le terrorisme, la musique, l'autre arme du Pandore, Wewe. Intérêt civil, un franc qui honore la famille Sankara. L'État réclame 1,145 milliards aux condamnés. Donc c'est pour parler de l'audience sur les intérêts civils dans le procès Thomas Sankara. Opération conjointe Tanli 3, Burkina-Niger. Une centaine de terroristes tués, 40 suspects interpellés. Mali-Burkina, Sandaogo dépêche des envoyés, c'est Goïta. Réélection Emmanuel Macron. Quand lui a aussi joint sa voix au cœur des félicitations, c'est à lire dans la rubrique Regard sur l'actualité à la page 5 de l'Observateur Palga. Affaire Lionel Kaboui, 2 ans après, la famille crie toujours justice. Et nous passons à la une de Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, nous apprenons ceci. Quitus des députés nigériens pour les redéploiements de Barkhane, la zone des 3 frontières devrait mieux s'emporter. Intérêt civil au procès Sankara, la famille demande le franc symbolique. Opération Tanli 3, les armées burkinabées et nigériennes neutralisent une centaine de terroristes. Coopération opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme, des missiles dominici de Damiba chez Goïta. Métier dit d'hommes, des femmes qui inversent la tendance. Début procès du journaliste gambien Deida Idara ou Aïdara en Allemagne. En attendant, celui de Norbert Zongo au Burkina. Donc, interrogation à lire donc à la page 6 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Transition au Burkina, le gouvernement maintient les 36 mois. Et nous voyons à présent la une du quotidien Le Pays. Le Pays nous apprend ceci. Meurtre de Lionel Kaboui. 2 ans après, la famille réclame toujours justice. Procès Thomas Sankara. L'État réclame plus d'1 milliard de francs CFA aux personnes condamnées. Dans la rubrique Mardi politique, c'est Maître Ambroise Farama, président de l'OPABF, qui est à l'honneur. Et il déclare ceci. Certaines OSC sont des tortues à double carapace. Transition politique au Burkina, des émissaires du président Damiba échangent avec des compatriotes à Bamako. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, tant que ce fléau continuera à décimer majoritairement les nègres. Et dans la rubrique Actu Foot, Le Pays nous apprend Algérie, Liliane Thuram a-t-il vraiment traité les Fennecs de Pleurnichard?
Dans la rubrique révélation, pour terminer, risque d'affrontement au quartier Belleville de Bobo, le ministre de l'administration territoriale interpellé. Et nous terminons par le journal Le Quotidien. Le Quotidien qui affiche à sa une réélection d'Emmanuel Macron, des Burkinabés apprécient. Décès de Lionel Kaboui, 2 ans après, la famille réclame toujours justice. Coopération dans la lutte contre le terrorisme, des émissaires du président du Faso chez le président de la transition malienne. Choix de Hubert Velud comme sélectionneur des étalons, les attentes des journalistes et acteurs du football burkinabé, sauf que ce n'est pas sûr que Hubert Velud soit l'entraîneur des étalons, on va en parler tout à l'heure. D'accord. Merci bien Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Débutons par ce sujet en lien avec l'insécurité. Le Burkina et le Niger dressent le bilan de Tanli 3. C'est bien cela, l'opération Tanli 3 qui s'est déroulée donc du 2 au 25 avril 2022 à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Alors, il faut peut-être rappeler au passage qu'avant Tanli 3, il y a eu opération Tanli 1 tout naturellement, donc qui a eu lieu en juin 2021. Tanli 2 qui a eu lieu du 6 au 12 décembre 2021 également. Donc, pour Tanli 3, il faut dire que le poste de commandement conjoint était basé à Dori, au 11e régiment d'infanterie commando, donc où les deux chefs d'état-major général des armées, à savoir le général de division Salifou Modi du Niger et le colonel-major David Cabré du Burkina, se sont retrouvés donc hier pour faire le point de cette opération. Alors, ce qu'il faut retenir peut-être de l'opération, c'est que c'est une opération qui a eu lieu, comme je l'ai dit, dans la zone frontalière Burkina-Niger, qui a mobilisé plusieurs unités donc des deux armées, ainsi que des aéronefs de surveillance et de combat, donc qui ont été mobilisés des deux côtés. Il y a eu donc des actions militaires et des actions civilo-militaires. Et pour les actions civilo-militaires, par exemple, il ressort du bilan qui a été dressé hier à Dori que 200 tonnes de vivres ont été acheminées, donc ainsi que des médicaments dans des zones un peu difficiles d'accès. Donc dans cette zone frontalière, et des conseils et des soins médicaux ont été également faits au profit des populations donc de ces zones. Alors maintenant, bilan purement militaire, on retient côté ami que 2 militaires ont été tués donc au cours de cette opération et 2 autres ont été blessés. Côté ennemi, le bilan ressort qu'une centaine de terroristes ont été tués, une quarantaine interpellés, donc une quarantaine de suspects interpellés, 2 bases logistiques détruites, une base terroriste démantelée, de l'armement et des munitions saisies, des dizaines de fûts de carburant saisis, des moyens roulants saisis ou détruits, ainsi que des produits prohibés et du matériel de fabrication d'engins explosifs saisis ou détruits. Donc voilà un peu pour ce qui concerne le bilan de l'opération Tanli 3 qui s'est menée conjointement donc entre les armées burkinabées et nigériennes dans la frontière Burkina-Niger. Vivement encore des victoires, Kambou. Oui. Deuxième actualité, des émissaires du président du Faso, du président d'Amiba, chez Goïta au Mali. Oui, et là encore on parle coopération opérationnelle. Donc une délégation d'officiers burkinabés s'est rendue à Bamako le vendredi, donc le vendredi 22 avril, à l'initiative du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Et le chef de la délégation, c'était le commandant des opérations du Théâtre National, côté N, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Donc, il y avait à ses côtés le lieutenant-colonel Daban Naon, donc qui est le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, donc un des bras droits du président du Faso, et le chef d'escadron, Serge Thierry Kiendre Biogo. Donc, qui est aussi un des bras droits du président du Faso. Donc, l'objectif de la visite, c'est de voir un peu comment les armées burkinabées et maliennes peuvent renforcer les coopérations opérationnelles. Nous venons de parler de Tanli 3. Peut-être que bientôt, on aura une opération similaire côté frontière malienne grâce peut-être à cette visite. Vous savez que les deux pays partagent plus de 1200 km de frontières. Donc, au côté malien, il y a eu la délégation a pu rencontrer donc le chef de l'État, le colonel, j'allais dire Assimi Goïta, donc il y avait aussi dans sa délégation le colonel Malik Diao,
qui est le président du Conseil national de transition au Mali. Il y avait aussi le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, et le directeur de l'agence de renseignement donc, au Mali. Et en plus de la rencontre avec le président Goïta, la délégation aussi a eu une séance de travail avec l'état-major général des armées maliennes et la direction de la sécurité militaire donc, du Mali, entre autres. Voilà, il s'est dit aussi que la délégation a pu rencontrer des compatriotes qui sont sur place à Bamako. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de cette visite d'émissaire du président Damiba chez Assimi Goïta. Et tout ça, c'est comme je l'ai dit, c'est pour renforcer la coopération militaire. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une opération similaire à l'opération Tanli, donc qui est à sa 3e phase, côté frontière Burkina-Mali. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra peut-être venir à bout un jour de ce terrorisme. Parce que depuis un certain temps, s'il y a par exemple une certaine intensification des attaques terroristes au Burkina, c'est parce que côté malien, il y a une montée en puissance de l'armée qui fait que beaucoup de terroristes sont en train de traverser la frontière pour venir sur le territoire burkinabé. Alors que si ce sont des opérations conjointes, c'est sûr que les terroristes seront pris en tenaille et voilà, facilement on peut en neutraliser assez. Voilà. Donc on ne devrait pas se retrouver dans une situation où lorsque le Burkina mène une action à la frontière malienne, peut-être de l'autre côté, l'armée malienne n'est pas en opération. Donc, ce qui va amener tout naturellement les terroristes à se réfugier côté malien. Et lorsque les Maliens commencent leur opération et que le Burkina, dans le même temps, n'est pas en opération dans la zone frontalière, on va s'attendre encore à ce que les terroristes traversent la frontière pour se réfugier côté burkinabé, alors qu'on a la possibilité de mener des opérations conjointes pour les prendre en tenaille. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et si le Burkina se met dans cette dynamique avec donc tous ces pays frontaliers avec lesquels on partage les mêmes problèmes sécuritaires, je crois qu'on aura des résultats probants et tout cela peut aider à ramener un peu la sécurité dans la zone sahélienne. Bon, ces genres de coopération devraient être privilégiés à ces aides extérieures qui ne nous font pas souvent même avancer. Voilà. Parce que comme on le dit souvent, les terroristes là, ils ne sont pas un certain nombre. Je ne crois pas que l'ensemble des 3 armées Mali, Burkina, Niger réunies, on ne puisse pas être peut-être 10 fois supérieur au nombre des terroristes. Malheureusement, on est en train de piétiner depuis plus d'une décennie, on ne s'en sort pas. Il faut peut-être renforcer ces coopérations et ça va nous aider. D'accord. Et retour au Burkina pour parler du procès Thomas Sankara. Il faut rappeler que c'est l'audience sur les intérêts civils. Oui. C'était hier. C'était hier. L'audience qui avait débuté le 13, reportée donc au 25 avril, donc c'était hier. Alors, ce qu'il faut rappeler au passage, c'est que c'est, comme on l'a dit, l'audience sur les intérêts civils. Donc, tout ce qu'il doit y avoir comme réparation du préjudice subi du fait des événements du 15 octobre 1987. Donc, plusieurs journaux ont titré ce matin, la famille Sankara ne s'attend pas à un dédommagement d'une certaine valeur. Ce qui a été demandé, c'est un franc symbolique. Donc, un franc symbolique. Le franc symbolique, bon, c'est une indemnisation dont la valeur est moindre. Un franc, c'est moindre. Mais la valeur, peut-être ici, on peut dire que c'est surtout sur le plan moral parce que ça témoigne de la reconnaissance quand même d'un préjudice. Voilà, et ça vient légitimer un peu donc la plainte. Ça veut dire que celui qui est condamné, bon, la société reconnaît qu'il y a eu quand même des faits qui ont causé préjudice à la famille. Et bon, quelque chose a été donné juste pour le symbole. C'est ce que ça veut dire. Et les avocats nationaux qui ont défendu ce dossier, les collectifs d'avocats qui ont défendu la famille Thomas Sankara, ne réclament rien également. Donc, s'inscrit un peu dans la même logique que la famille pour demander un franc symbolique. Donc, un franc symbolique pour les avocats et la famille. Voilà, et ne demande rien. Maintenant, l'État, en sa qualité de partie civile, réclame 1,145 milliard de francs CFA. Et comme je l'ai dit, les avocats nationaux ne veulent rien. Mais les avocats, dans ce procès aussi, il y a eu des avocats non burkinabés, donc qui ont eu à plaider aux côtés du collectif d'avocats dans ce dossier Thomas Sankara. Et ces avocats étrangers, bon, je veux dire, le collectif d'avocats réclame au moins 50 millions
pour les frais d'hébergement et de voyage donc de ces avocats étrangers dont la présence nécessitait voilà voyage et hébergement. Cela ne peut pas se faire quand même gratuitement. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire concernant donc cette audience sur les intérêts civils dans le procès Thomas Sankara. Le délibéré est attendu pour le 10 mai prochain. Donc on saura le 10 mai ce que les juges diront quant aux différentes prétentions des parties civiles. D'accord. Et pour terminer, nous parlons du moins de football. Et on apprend que le processus de recrutement du nouvel entraîneur, donc des étalons, est suspendu par la fédération et par le ministère des Sports. C'est ça. Il faut dire que l'info un peu est annoncée à travers les réseaux sociaux par notamment le journaliste Claude Rwamba, un journaliste sportif de la radio municipale de Ouagadougou. Et ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai essayé un peu de recouper. Et c'est vraisemblable. Il s'est dit qu'il y a une réunion hier qui s'est tenue entre le ministère des Sports et certains acteurs du football. Et c'est fort possible que cette décision ait été prise au cours donc, de cette réunion. Donc le processus de recrutement de l'entraîneur des étalons, c'est le nom qui a été annoncé depuis, c'est Hubert Velud. Donc, ce Français de 62 ans, il s'est dit que son processus de recrutement a été suspendu par le ministère en charge des sports. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour cette info. Et cette info vraiment qui est vraisemblable. Peut-être que dans les heures à venir, on peut s'attendre à un communiqué soit de la fédération, soit du ministère pour tirer vraiment les choses au clair. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire en commentaire, c'est que avant le processus de recrutement de l'entraîneur, on a ouï dire que le ministère avait fixé un plafond donc pour en ce qui concerne donc la rémunération donc de l'entraîneur. On ne sait pas si le problème se pose à ce niveau. En tout cas, les causes pour le moment ne sont pas vraiment connues. Donc, on s'attend vraiment soit voilà, à un communiqué du ministère des Sports ou à un communiqué de la fédération pour tirer les choses au clair, comme je l'ai dit. Alors, et pour parler toujours football, on apprend aussi que il y a eu une assignation contre Aristide Bansé, donc en justice. Donc Aristide Bansé qui est assigné en justice par d'anciens dirigeants de la Fédération burkinabé de football. On se rappelle que dans son direct sur sa page Facebook le 2 avril dernier, Aristide Bansé accusait les anciens dirigeants de la fédération de faire des retenues sur les salaires de l'encadrement technique, donc les coachs et puis sa suite. Alors, cette info a été démentie en tout cas par un coach adjoint, notamment le coach des gardiens, qui a été interrogé par un média qui a dit que lui n'en a pas connaissance. Et aujourd'hui, c'est le site CS Média notamment qui en parle, Sport et Culture et Sport Média, donc qui en parle. Donc peut-être ceux qui nous suivent peuvent vérifier culture et sport média.net, donc CS Média, www.csmedia.net. Ils peuvent vérifier peut-être cette information donc qui se retrouve ce matin sur ce site d'information là, selon laquelle bon, l'info est donnée avec une photo de Lazare Bansé, d'Aristide Bansé et de Sita Sangaré, mais dans le papier, je ne vois pas le nom de Sita Sangaré, donc cité comme ayant été la personne qui assigne Lazare et Aristide Bansé donc en justice. Mais c'est vraisemblable, voilà. Donc c'est possible que ce soit Sita Sangaré, parce que quand on parle d'anciens dirigeants de la fédération, effectivement, aucune personne n'a été nommée, mais beaucoup de personnes peuvent se sentir anciens dirigeants et puis donc se saisir de cette situation, de ce que Bansé a dit dans son direct pour se plaindre donc en justice pour diffamation. Donc il a demandé à Bansé d'apporter donc les preuves selon ce que dit CS Média. On attendra de voir ce que tout cela va donner. Peut-être comme commentaire au passage, bon, c'est comme beaucoup l'ont dit, hein, beaucoup ont déploré la méthode de Bansé. À travers un direct Facebook, vous savez, vous pouvez tout dire. C'est ça. Voilà. On aurait préféré peut-être un communiqué bien réfléchi, relu, corrigé, lu peut-être par d'autres personnes. Là, ça pourrait éviter de faire certaines déclarations. Maintenant, quand on est en direct, tous les journalistes savent, c'est là ce qu'on appelle les aléas du direct. Vous pouvez dire des choses que vous pouvez regretter après. Bon.
Il faut faire attention. On va suivre ces actualités sportives pour voir ce que ça va donner. Maintenant, si le processus de recrutement de l'entraîneur est suspendu, bon, il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter, mais on ne peut peut-être en vouloir qu'à la fédération, qui aurait, pour ma part, dû prendre le soin de trouver un terrain d'entente avec le ministère qui paye, avant de publier, qui paye l'entraîneur avant de publier les noms. Bon, si cela n'a pas été fait, tout ça, ça va conduire encore à nous mettre en retard, alors que les éliminatoires commencent déjà, dans un peu plus d'un mois. Bon, on se pose la question de savoir si vraiment les talons seront en Côte d'Ivoire en 2023, même si dans notre poule nous sommes favoris, mais s'il y a tous ces problèmes, bon, il faut s'en inquiéter. Jouer sur le football. Il faut s'en inquiéter. Merci à toi, Kambou. Merci et très bonne suite. Nous poursuivons avec l'émission du jour. Aujourd'hui, notre invité est cadre supérieur de banque. Il est par ailleurs écrivain puisqu'il a écrit un livre qui a un lien bien sûr avec la banque. Nous découvrons l'œuvre et l'auteur après ça. Aujourd'hui, nous recevons M. Nabi Issa Coulibaly. Il est cadre supérieur de banque et par ailleurs auteur du livre intitulé « La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école ». Voici pour le titre de ce livre que nous allons découvrir et parcourir ensemble. Bonjour à vous, M. Coulibaly. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Merci d'être là. Alors, Monsieur Coulibaly, cadre supérieur de banque, et vous avez justement occupé des postes de responsabilité dans plusieurs banques donc au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous relater plus encore votre parcours? Merci, Madame Nikema. Il faut dire d'abord que je suis diplômé ingénieur d'État en finance actuariat. Et après cela, j'ai commencé ma carrière dans une banque, la Banque agricole et commerciale de Burkina, en tant qu'analyste financier. Et progressivement, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité, tant dans le secteur commercial, tant également dans le domaine de la gestion des risques, et surtout également dans le domaine relatif à la digitalisation des produits bancaires destinés donc aux particuliers. Et en temps, j'ai fait un tour également à la Poste, que j'ai dirigé pendant presque 3 années. Également, j'ai été administrateur d'une banque de la place, qui est d'ailleurs la première banque sur le marché actuellement. Et actuellement, je poursuis donc ma carrière de banquier ou de cadre de banque ou de professionnel de banque. Dans une banque, bien naturellement. Sûr, bien sûr. Et à côté de ça aussi, vous enseignez quand même, hein, vous enseignez à l'université. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect? Ouais, il faut dire que j'ai plutôt arrêté d'enseigner dans les universités parce que c'est quelque chose que je faisais autour des années 2005 jusqu'en 2008. Aujourd'hui, je suis plus dans la formation, le renforcement des capacités, les séminaires adressés aux professionnels de la banque, adressés à tout client, tout agent, tout citoyen qui a besoin donc d'apprendre, de connaître donc certains rudiments nécessaires pour prendre de bonnes décisions financières dans sa vie. Et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre, La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école? Oui, le constat est venu du fait qu'à un moment donné, la plupart des entreprises qui font faillite, la plupart des chefs d'entreprise qui vivent des difficultés, et la plupart des citoyens qui sont surendettés viennent du fait qu'ils prennent de mauvaises décisions financières par manque de connaissances, par manque donc de culture financière et bancaire. Et j'ai estimé qu'à un moment donné, en tant que professionnel du métier et des expériences que j'ai vécues, il était important pour moi de partager donc ce que je sais, de partager également l'expérience d'autres dirigeants afin que la proximité entre la banque, les clients et les entrepreneurs puisse s'améliorer au profit donc de tous les acteurs de l'écosystème bancaire. Quand on lit le titre comme ça, La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, tout de suite on pourrait penser que c'est un livre qui est fait que pour les professionnels de la banque ou que pour les étudiants en banque. Oui, en effet, plusieurs personnes qui voient le titre me disent « Tiens, mais Coulibaly, mais nous ne sommes pas des experts de la banque. » Non, en réalité, le titre aurait pu être « La banque en Afrique, ce que vous devez savoir pour maîtriser le secteur de la banque, pour donc pouvoir prendre de bonnes décisions financières. » Ça sera un peu plus long. Tel que dit, c'est un livre qui est destiné d'abord aux clients consommateurs des produits de banque, les salariés, les chefs d'entreprise, ensuite les agents de banque eux-mêmes qui veulent donc améliorer, booster leur carrière et naturellement au profit donc des étudiants et toute personne qui est intéressée par le secteur de la banque, qui veut faire carrière dans la banque ou autour de la banque. À tout le monde. Oui, tout le monde finalement, puisque tout le monde à un moment donné doit forcément avoir un compte bancaire. Ce que vous n'apprenez pas à l'école, je suis tentée de vous demander qu'est-ce qu'on n'apprend pas sur la banque à l'école? Oui, on apprend tout sauf l'essentiel. À l'école, on ne vous apprend pas l'expérience que vous devez avoir avec la banque. À l'école, on ne vous apprend pas comment négocier vos produits avec la banque.
À l'école, on ne vous apprend pas comment faire carrière dans la banque, quelle attitude il faut adopter pour non seulement obtenir les chances d'être recruté dans la banque et surtout hisser plus progressivement pour atteindre des positions très élevées dans la banque. Et enfin, à l'école, on ne vous apprend pas comment gérer vos difficultés avec votre banque. Donc ce livre apprendra tout. On va parcourir tout à l'heure ce livre chapitre par chapitre. Mais quel est l'objectif aussi d'un tel livre, surtout pour les étudiants, mais également pour les clients? Oui, vous savez, c'est vrai, les gens n'aiment pas lire, mais en réalité, quand ils trouvent un sujet qui les intéresse, ils lisent. La preuve est qu'à travers ce livre, beaucoup de personnes l'ont acheté et beaucoup de personnes font des témoignages sur donc, ce que j'apporte qui peut donc améliorer les relations avec la banque. Pour les étudiants, j'ai eu à participer à plusieurs entretiens de recrutement à travers lesquels des étudiants qui ont fait même des masters en banque n'arrivent pas à répondre à des questions basiques sur la banque et sur même une banque particulière dans laquelle ils veulent exercer. C'est extrêmement dangereux. Et plus tard, nous allons dire qu'il n'y a pas d'emploi, les banques ne recrutent pas. Ce n'est pas vrai. À travers ce livre, vous avez d'abord progressivement les connaissances de base qu'il vous faut pour comprendre d'abord la banque, qu'est-ce que la banque en réalité. Ensuite, vous aurez les meilleures chances d'obtenir des recrutements pour participer éventuellement aux opportunités d'emploi qu'il y a autour de la banque et surtout découvrir les nouveaux métiers qu'il y a dans le visage de la banque que nous allons découvrir certainement très bientôt. Et acquérir l'expérience nécessaire, le professionnalisme. Quand on parcourt ce livre-là, vous en parlez. Maintenant, on va s'intéresser au livre chapitre par chapitre. Il faut rappeler que c'est 5 chapitres. Alors, le premier, vous parlez de la définition des concepts, ce que vous appelez certainement basique, la base, la définition de banque et du banquier. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces définitions? Oui, merci. D'abord, il faut dire que le mot banque vient du mot latin banque, banca, qui signifie en réalité la table, le comptoir de vente qui était utilisé par les commerçants de la Grèce antique pour donc faire le change d'argent ou éventuellement prêter de l'argent aux commerçants qui sont là. Donc ça vient d'abord de la Grèce antique, banque, banca, qui signifie aujourd'hui banque. Et en réalité, si nous voulons définir la banque de façon académique, j'allais dire c'est simplement une entreprise dont l'activité régulière consiste donc à acheter de l'argent, à conserver de l'argent, à vendre de l'argent, à donner également des conseils sur l'utilisation des différents services nécessaires pour accéder à son argent, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et définitivement également apporter des conseils de façon générale afin que les gens puissent apprendre à prendre de bonnes décisions financières et à maîtriser aussi leur activité. Ça, c'est la banque. Et le banquier, c'est celui qui travaille... mais qui exerce le métier de la banque. Oui, en général, quand quelqu'un exerce un métier dans la banque, on l'appelle banquier. Il est important de préciser quand même que le banquier, principalement, c'est celui donc qui détient la banque, c'est celui qui dirige la banque. Et par abus de langage, on dit que tout le monde est banquier, mais en réalité, ce sont des cadres de banque, ce sont des agents de banque ou des professionnels de banque. Et les banquiers, véritablement, ce sont donc les propriétaires des banques. Ah oui? C'est ça. Ce sont les propriétaires. Ça veut dire que ceux qui sont au niveau de la caisse ou... On ne les appelle pas banquiers? Non, ce sont des guichetiers, des caissiers, des agents de banque, tout ce que vous voulez, mais pas des banquiers, véritablement. Merci en tout cas pour la précision. Pour en savoir plus aussi sur la banque, dites-nous comment justement les taux d'intérêt, les frais donc, de dossier et les frais de caution sont fixés généralement au niveau des banques. Oui, dans ce livre, j'ai essayé de simplifier un peu le processus, parce qu'en réalité, quand on parle de taux d'intérêt, il y a plusieurs facteurs qui interviennent en jeu. D'abord, on a dit tout à l'heure que la banque achète de l'argent, conserve et vend de l'argent. Ce qui veut dire que l'argent est sa matière première. Qui dit matière première, ça veut dire qu'il faut l'acheter. Donc il y a d'abord le coût d'accès à la ressource. En plus du coût d'achat, il y a ce qu'on appelle donc le coût du risque. Parce que quand la banque prête l'argent à un citoyen, à une entreprise, il y a le risque que ce dernier ne rembourse pas l'argent. Et pour prendre en compte ce risque, il faut d'abord ajouter au coût de la ressource, le coût donc du risque qui peut effectivement engendrer une perte au profit, donc au détriment de la banque. Après cela, il y a ce que nous appelons les frais de gestion. Parce que la banque, c'est une entreprise. Quand vous rentrez dans une agence, vous êtes content quand c'est climatisé, quand il fait frais, quand c'est sécurisé, ça coûte de l'argent. Et enfin, comme ce sont des gens, ce sont des entreprises qui ont injecté de l'argent, ce sont des banquiers, ils attendent en retour, naturellement, un profit. Et donc, les dirigeants de banque sont engagés pour prendre en compte ces 4 dimensions, le coût de la ressource, la matière première, le coût du risque, le frais de gestion et également la marge éventuelle qu'ils réservent pour que les propriétaires de la banque justement puissent tirer du profit et continuer à investir pour la banque. En prenant en compte cela, on a abouti dans ce que nous appelons le taux d'intérêt qui est plus ou moins négociable, mais il y a un minimum en dessous duquel il est difficile à une banque de prêter, tout comme il y a un maximum imposé donc par le régulateur au-dessus duquel une banque ne peut pas prêter donc de l'argent à ses clients. Parlant de caution, de frais de dossier, ce sont juste des paramètres qui sont laissés à la liberté de chaque banque qui, en fonction donc de son ancienneté, en fonction donc du client, peut estimer qu'il va facturer 1%, 2%,
pour maintenir la relation avec donc, ce client, parce qu'elle sait qu'ailleurs, elle va certainement engranger des ressources pour faire une compensation globale. Vous avez parlé tantôt de négociation. Est-ce que vous pouvez plus nous expliquer à quel niveau la négociation peut se faire entre le client et le banquier? Oui, en principe, tout peut se négocier dans la relation entre le client et la banque. Le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut négocier. Les gens ne savent pas non plus comment négocier. Par moment, dans mes sessions de formation, de partage donc, avec mes participants, les techniques optimales, pacifiques, passives ou actives justement, pour donc pouvoir négocier, avoir la chance justement d'avoir les taux d'intérêt les plus bas, les frais de gestion les plus bas, pour donc optimiser la gestion donc, de sa trésorerie. Donc tout est négociable, mais n'importe qui ne peut pas négocier. N'importe qui ne peut pas négocier. N'importe quel client, vous voulez dire? Absolument. Ça dépend de ta taille, de ta capacité, de ta confiance donc, en ton activité et même des perspectives d'affaires que tu auras demain. Parce que quand la banque accepte de négocier, certainement c'est sur la base de ce qu'elle va gagner demain avec donc, son client. Alors, ce qui nous revient, c'est que nous constatons, c'est que la banque ne fait rien sans rien. La banque, c'est l'intérêt, ce sont seulement les avantages. La banque ne perd jamais rien. Et quand la banque donne quelque chose, donne un prêt, il attend toujours un bénéfice. Oui, pas du tout, pas du tout. La banque ne perd jamais, c'est très extrême. Je pense qu'il y a des banques qui ont été déficitaires pendant plusieurs années, au Burkina, dans l'UEMOA et un peu partout dans le monde. Il y a même des banques qui ont fermé, ce qui veut dire qu'une banque n'est pas forcément amenée à être rentable dans le long terme. Et d'autre part, il faut dire qu'en principe, la banque c'est une activité commerciale. Des gens ont injecté de l'argent pour tirer profit. Donc avant tout ce qu'elle fait est en principe doit aboutir donc à la génération d'un revenu pour les travailleurs et également pour les actionnaires qui ont injecté donc de l'argent. Et ce que je veux ajouter à ce niveau est qu'il faut comprendre que concernant donc l'activité, les dirigeants chaque année fixent donc des critères d'évaluation des dirigeants qui exigent donc des DG, du comité de direction de pouvoir optimiser les relations avec la clientèle, de sorte que non seulement les risques n'emportent pas la banque, mais également la tarification puisse permettre à ces clients-là d'être fidèles et en définitive pouvoir donc générer donc du bénéfice pour donc ces propriétaires donc de la banque. Alors, l'autre constat aussi, M. Koulibaly, c'est que souvent quand vous approchez une banque pour demander les services, on a l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Combien de clients, par exemple, se plaignent qu'après on coupe peut-être un taux d'intérêt ou des retenues sur peut-être mon salaire ou quoi. Mais ça veut dire qu'à la base, l'explication peut-être n'a pas été claire. Pourquoi ça arrive souvent? Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord, les clients ne lisent pas. Quand vous rentrez dans une banque, il y a un espace d'affichage sur lequel donc, les banques présentent les conditions de banque. Et tout le sens de ce livre-là, justement, c'est d'amener progressivement les consommateurs de produits bancaires à connaître les minima, les termes techniques, et également à aller à l'information et ne pas aller à la banque comme si ils sont des victimes, ils n'ont aucune capacité. Non, il faut aller à la banque en connaissant de base parce qu'il est sûr, la banque ne peut pas donner à ses clients toutes les informations. D'ailleurs, même quand vous-même vous allez en banque, vous êtes très pressé. Quand le gestionnaire vous dit donc patienter, monsieur, mais les gens sont déjà agités, ils ne veulent pas patienter. De sorte que finalement, ils pensent que la banque, quand vous prenez un prêt, il faut signer les conventions en caractère 5 ou 3, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai. Le client qui a la patience, qui sait ce qu'il veut, il a le temps de comprendre tout ce que la banque fait avant de signer. Parce que c'est quelque chose quand même qui vous engage. Et quand on parle d'argent, c'est extrêmement important d'aller lire, comprendre et se prêter également les services des conseillers financiers un peu partout pour vous accompagner dans votre relation avec la banque. On sait que les agents aussi des banques qui se déplacent, les commerciaux, je pense que ce sont les commerciaux qui se déplacent souvent au niveau des services ou qui partent rencontrer les clients chez eux. Bon. Est-ce que l'explication aussi est claire à ce niveau? Parce que combien de fois on rencontre des personnes qui se disent « on m'a dit que je peux faire un compte virement ou un compte d'épargne, mais on ne m'a pas dit que derrière ça, on va me couper quelque chose. » Voilà pourquoi certains se résument à dire que de toute façon, la banque ne perd pas. Quand ils vous disent que vous pouvez venir garder votre argent, ce n'est pas pour rien. Oui, c'est vrai, dans tout métier, dans tout domaine, il y a ceux qui font très bien leur travail. Il y a ceux aussi qui galopent mal et qui fait que finalement... un cas particulier ne doit pas être généralisé pour contaminer donc, tous les secteurs. Donc, on convient avec vous qu'il y a des gens qui ne font pas très bien leur travail. Ces personnes également trouveront leur compte en exploitant également ce livre. Parce qu'ils doivent très bien faire leur job.
Et l'autre constat qu'on fait aussi, c'est que la banque est certainement à la recherche toujours de potentiels clients. Par exemple, quand vous venez de réussir à un concours, donc à la fonction publique, par exemple, même pendant la formation, on voit des banques qui viennent vers vous pour proposer déjà des prêts. C'est une approche que vous pouvez nous expliquer certainement. Oui, je suis un peu très embêté de cette question. Parce que d'une part, c'est une belle chose, parce qu'il faut aller très tôt à la source. C'est une question de compétition. Et si vous n'arrivez pas à avoir ces clients très tôt, il est souvent difficile après de les avoir. Parce que quand ils sont engagés sur des prêts de 5 ans, 6 ans, 10 ans, il est difficile de se faire racheter par une autre banque. Ce qui fait que dès qu'il y a le potentiel, certaines banques déjà vont très vite pour donc déjà obtenir les premiers comptes et amener la personne on va dire, être lié à cette dernière pendant plusieurs années. En même temps, je suis embêté parce que ça joue un peu sur la question de, on va dire, la banque éthique. Parce que ce sont des innocents qui ne comprennent rien du tout. Et très tôt, quand ils sont engagés sur des crédits, ce sont des gens qui sont endettés avant même d'avoir leur premier salaire. Ce qui fait qu'après, ils ont son salaire mais arrêté, il est déjà endetté, il est difficile de s'en sortir. Et nous avons vu, ça crée beaucoup de désagréments auprès donc, de ces nouveaux fonctionnaires qui partent déjà très mal parce que ils commencent leur carrière sans argent. Et c'est très dommageable. Ils commencent avec des dettes. Ah oui, oui, vous imaginez, pour aller rapidement, un jeune fonctionnaire qui prête déjà, qui emprunte 3-4 millions et qui doit quitter l'école dans 3 ans. Mais déjà en quittant l'école, la moitié est amortie. Il n'a pas encore commencé à rembourser son prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un salaire de 200 000 ou 150 000. La banque lève déjà 70 000. Il lui reste un petit montant. Il ne peut pas s'en sortir. Ça amène déjà bonjour les dégâts, bonjour les fraudes, bonjour les absences. En réalité, c'est le citoyen lambda finalement qui va supporter parce que c'est l'État qui supporte un peu tous ces désagréments. Et vous me permettez aussi de poser une question. Par exemple, pour les prêts, quand vous empruntez de l'argent à la banque, comment ils calculent un peu les retenues? Alors, quand vous empruntez 2 millions, vous oui. couvrez combien par mois? Comment ça se calcule et tout? Oui, il y a un peu une technique de mathématiques financières qui est derrière, qui permet d'estimer en fonction du montant que vous prenez et de la durée, quel est, en fonction du taux d'intérêt fixé, quel est le montant que vous allez payer par mois, pour qu'à la fin du crédit de 3 ans ou 5 ans, vous ayez remboursé progressivement tout le capital, c'est-à-dire l'argent, le principal, mais également que vous payez progressivement les intérêts que vous avez pris. Donc la banque ne paie pas ses intérêts en une seule fois, sauf si le crédit est à échéance unique. Mais quand le crédit se rembourse progressivement, le capital est remboursé progressivement et les intérêts également sont remboursés progressivement. Maintenant, il n'est pas évident ici que je puisse vous expliquer comment le calcul est mais fait. par exemple, si vous touchez 200 000, on va vous couper combien pour un prêt de 2 millions? Alors, il y a plusieurs paramètres en jeu. D'abord, il faut vous dire quel est le montant que vous êtes prêt à serrer à la banque chaque mois. Ça veut dire qu'il y a un consensus entre clients. Oui. Quand le client a un salaire de 200 000 francs, d'abord, des textes réglementaires qui disent pour un salaire de 200 000 francs, je crois que la banque ne doit pas prélever plus de 70 000 ou 80 000 francs. Au-delà de 300 000, vous pouvez aller jusqu'à la moitié du salaire, donc 50%. On parle de quotité cessible. Donc le client peut dire à la banque, écoutez, moi je ne veux pas que la banque prélève par mois plus de 100 000 francs, plus de 50 000. Et en fonction de cela, l'agent de banque dira au monsieur, ok, pour un prélèvement mensuel de 50 000, voilà sur 2 ans le montant que je peux vous prêter. Si ça vous convient, eh bien, vous allez engager la procédure. Si ça ne vous convient pas, il peut aller sur 3 ans, sur 4 ans ou une durée plus longue, de sorte que vous puissiez avoir le montant que vous voulez en maintenant donc l'échéance de 50 000 francs. Ou on peut encore réajuster, soit augmenter le montant ou diminuer le montant en fonction de la durée que vous avez donc convenue. Et cela est extrêmement important. Chacun fait son prêt en fonction de sa On est déjà capacité. entré dans le chapitre 3, pratiquement, qui parle de la relation clientèle bancaire. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chapitre? Oui, il faut retenir que nous devons considérer la banque comme une femme médecin ou comme un médecin de sexe féminin. Ça veut dire quoi? Médecin parce que c'est le spécialiste du domaine, c'est l'expert du domaine. Femme pourquoi? C'est la tendresse, c'est la compassion, c'est la compréhension, c'est également le conseil. Nous devons faire confiance à notre médecin. Nous devons lui dire ce qui ne va pas. Nous devons donc lui dire ce dont nous avons besoin. Ce dernier, en principe, est en mesure de nous donner les conseils nécessaires et nous apporter la solution face aux problèmes que nous vivons. Donc, c'est toujours l'échange, l'entente. Il faut discuter. Il faut discuter, il faut négocier, il faut apprendre et aller déjà avec une connaissance de base. Alors, en général, M. Koulibaly, qu'est-ce que les entreprises bancaires devraient faire pour participer aussi au développement des pays africains, puisque vous vous intéressez à la banque en Afrique? C'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, je vous dis que en Afrique, le secteur bancaire est le deuxième secteur à forte rentabilité dans le monde.
Quand vous prenez un peu les grandes régions du monde, l'Afrique représente la deuxième zone dans laquelle il y a encore des opportunités élevées donc, au niveau du secteur bancaire. Il y a plusieurs choses à faire. La première chose, déjà, vous savez que notre économie est soutenue principalement à 90% par les PME. Les banques doivent davantage accompagner le développement de ce tissu économique, les petites et moyennes entreprises, même les très petites entreprises, pour soutenir les grandes entreprises. Elles doivent également travailler à davantage proche de leurs clients, parce qu'aujourd'hui, nous avons donc un problème d'accessibilité au service de la banque. Et innover pour donc apporter des solutions à toutes les difficultés que les clients, les entreprises vivent aujourd'hui. Parce que vous savez, le taux de bancarisation au Burkina en particulier tourne autour de 20% selon les chiffres de la BCAO en 2020. Ce qui veut dire qu'il y a encore la marge. Quand on sait qu'il y a certains pays qui sont à 60%, à 50%, il faut financer, il faut innover, il faut conseiller surtout les clients et en définitive, communiquer davantage. Parce que plus nous communiquons, nous brisons la barrière entre la banque et ses clients. Et définitivement, nous aurons plus de clients, nous aurons plus de gens qui sont avertis, qui prennent des crédits productifs et qui respectent également leurs engagements. Vous essayez de nous dire qu'il y a peu de Burkinabés aujourd'hui qui gardent leur argent en banque ou qui a des relations avec la banque? Oui, bien sûr. Quand vous comparez un taux de 20%, ça veut dire que la population de plus de 15 ans qui dispose d'un compte en banque est de à peu près 20%, c'est 18 millions. C'est très faible. Ce qui veut dire que la plupart utilisent d'autres canaux, c'est-à-dire les sociétés de microfinance, la monnaie électronique ou même la liquidité chez eux. Et ça n'encourage pas l'économie parce que l'argent qui ne travaille pas dort. Et quand c'est comme ça, le coût de l'argent devient cher. Et quand le coût de l'argent devient cher, je vous ai dit tout à l'heure, la tarification du taux d'intérêt, plus le coût de l'argent est cher, ça joue sur le taux d'intérêt en définitive. Mais plus de gens déposent l'argent en banque, la banque a la liquidité, eh bien, elle est en mesure de réduire les taux d'intérêt et les différentes parties peuvent emprunter, rembourser, emprunter, rembourser. La banque aura également les bénéfices suffisants pour investir, pour être davantage proche de ses clients, pour recruter les bonnes compétences qui vont travailler, réfléchir, apporter des innovations, pour que tout le monde ait un compte, tout le monde ait un conseil financier pour donc améliorer sa vie au quotidien. Et l'univers bancaire aussi, c'est la concurrence vraiment. On se retrouve aujourd'hui avec plusieurs banques en même temps. Comment choisir en fait la bonne banque, j'ai envie de dire? Oui, je crois qu'au Burkina, nous devons avoir 16 banques actuellement, parce qu'il y a une banque qui va ouvrir sa porte très bientôt. Il y a plusieurs critères. Chacun choisit donc la banque en fonction de ses critères personnels. Il y a ceux qui choisissent la banque en fonction de la proximité. Je choisis une banque qui est à côté de moi, ça me suffit. Il y a ceux qui choisissent leur banque en fonction de la proximité relationnelle, c'est-à-dire donc j'ai ouvert mon compte dans telle banque en tant que chef d'entreprise, parce qu'il y a mon frère, il y a mon cousin qui travaille dans la banque, qui pense qu'il peut m'aider. Il y a ceux qui choisissent la banque parce que la banque est une grande banque fiable, surtout les ONG, ainsi de ceux qui veulent travailler avec des banques qui sont d'envergure internationale. Il y a ceux qui choisissent une banque parce que bon, ils ont une proximité, j'allais dire, confessionnelle. Vous avez les banques islamiques, vous avez les banques, on peut dire, un peu catholiques. Donc, chacun choisit la banque en fonction de ses critères personnels. Tout comme il y en a qui choisissent une banque parce que c'est une banque qui offre des services de haute qualité, qui offre des services excellents. Peu importe le prix, je préfère ouvrir dans mon compte dans cette banque parce qu'elle arrive à offrir des services qui sont à la hauteur donc, de mes attentes, la digitalisation, ainsi de suite. Nous rencontrons donc une panoplie de types de clients. Chacun va dans la banque qui lui convient. Et vous avez également la faculté de changer de banque à tout moment. Mais sinon, pour vous, qu'est-ce qui devrait primer lorsqu'on veut choisir sa banque? Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce qui devrait primer. Comme j'ai dit, chacun a ses critères. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 critères assez importants. Le premier critère, c'est la banque qui a la mesure de m'apporter des conseils. La banque qui est disponible m'apporter dans des conseils. Le deuxième critère, c'est la banque qui comprend davantage ses clients, qui offre une variété de produits qui sont à mesure donc de répondre à mes attentes. Et troisièmement, jusqu'à présent, c'est quand même utile, la banque qui est assez répandue sur le territoire. Parce que quand je suis salarié, je peux bouger, j'ai besoin de ma banque, soit de façon physique, soit de façon numérique. Une banque qui a des guichets automatiques un peu partout, une banque qui a des agences assez diversifiées. C'est déjà 3 critères assez importants qui, si j'ai ça, je peux gérer mes relations bancaires avec beaucoup de sérénité quand même. Merci pour ces conseils. On apprend beaucoup avec vous, M. Coulibaly. Abordons maintenant le chapitre 4 où vous parlez de l'avenir de la banque africaine ou la banque en Afrique. Oui, en effet, alors il y a déjà 2 visages. L'avenir aujourd'hui, il y a le visage numérique. De plus en plus, les banques ne seront pas en mesure d'ouvrir des agences un peu partout. Il faut agir et jouer donc sur le levier du numérique, de sorte que les clients, partout où il est, puissent avoir accès aux services de la banque, ils puissent avoir accès à ce compte, faire des transferts d'argent, recevoir de l'argent, faire même du change, commander sa carte. Parce que c'est l'avenir, tout le monde veut la facilité, tout le monde en même temps veut la sécurité et tout le monde sera prêt à payer le coût qu'il faut.
Donc la banque demain aura un visage numérique tout en conservant quand même la banque traditionnelle avec son réseau, ainsi de suite. Il y a également le visage social qui va venir. Vous avez les banques de plus en plus qui font des activités sociales pour améliorer la communauté. C'est un levier important aujourd'hui qui va jouer dans l'avenir sur les critères de choix des banques. Parce que les gens ne seront pas toujours argent, argent, ils seront aussi humanisme. Alors, on va terminer rapidement, monsieur Alkenot a terminé le 5e chapitre maintenant, le dernier d'ailleurs, comment réussir la carrière de banquier. Oui, en effet, c'est une partie très importante. Je vois des gens qui sont souvent déçus de leur carrière ou qui n'arrivent pas à accéder donc, à un emploi. Donc, j'ai posé la question à des dirigeants de banque en utilisant bien sûr ma propre expérience. Et je vous dis simplement que déjà, il y a le premier pilier qui n'a rien à voir avec les compétences techniques. Quand vous posez la question aux dirigeants, quels sont les 3 premiers critères dont vous avez besoin pour choisir un cadre? Il vous dit il y a d'abord l'intégrité, ensuite il y a l'éthique et il y a l'humilité. Donc on ne parle pas de master ici, on ne parle pas de banque, on dit il faut avoir un sens élevé d'intégrité, un sens de l'éthique également assez humble, parce que là où on parle beaucoup d'argent, on doit pas... Les valeurs morales. En effet, là où il y a l'argent, on ne doit pas trop parler. Il y a le deuxième pilier qui nécessite que ces agents-là aient donc le sens commercial, il faut vendre les produits, il faut être très confortable dans la communication. C'est également très important. Et enfin, il faut avoir l'esprit créatif. Parce que ça bouge, tout est en mouvement. Nous voulons des gens qui peuvent réfléchir, qui pensent qu'on peut faire les choses autrement. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la disponibilité de ce livre. Pour ceux qui désirent l'avoir, déjà, il faut rappeler que c'est 198 pages. En effet, 200 pages exactement. Oui. 200 pages. 199, donc 200 pages avec la dernière. Ça fait... combien sur le marché? Oui, sur le marché local, le livre est accessible donc, à 9 900 francs CFA. 9 900, pourquoi 900? Oui, bon, enfin, 9 900, tout simplement parce que 10 000 francs, ben, c'est un chiffre rond, mais j'ai choisi 9 900 pour des questions juste personnelles. Je pense que c'est agréable. D'autre part, le livre est accessible partout dans le monde. Okay. Le livre est accessible partout dans le monde. Quand vous partez dans les grandes librairies au Burkina, Diakfa, Livre et Loisirs, Jeunesse d'Afrique et Mercury, vous avez le livre. Vous avez le livre également à La Perle. Et sur Internet, toutes les plateformes de vente de livres, sur Amazon, la FNAC, vous avez le livre version physique que vous pouvez commander et ce sera livré partout où vous êtes dans le monde. Vous avez le livre en version numérique et de la dernière innovation. Vous avez également le livre en version audio. Ceux qui veulent, ils ont le livre, ils téléchargent le livre et ils l'écoutent tout en circulant. Donc, c'est pour vulgariser la chose, contribuer à l'éducation financière, que désormais, les clients, les entreprises aient un peu plus de pouvoir dans leurs relations avec la banque, que les gens apprennent à prendre des décisions financières qui les engagent. Parce que, comme je dis, à la fin, aujourd'hui, l'argent n'est plus seulement le nerf de la guerre, l'argent est effectivement la guerre elle-même. Merci à vous d'être passé. Un échange intéressant avec monsieur Coulibaly. Nous recevions sur ce plateau l'auteur donc de ce livre intitulé La Banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école. C'est le titre du livre. Et nous étions avec monsieur Nabi Issa Coulibaly, cadre de banque et puis bien sûr auteur de ce livre. C'est ici qu'on s'arrête pour notre entretien de ce jour. Et pour vous raccompagner, nous allons vous inviter à suivre un clip. Donc nous y allons et on revient pour la suite. Il est bien installé sur notre plateau, Serge Youssef Ouedraogo, que nous retrouvons juste après ça. Et vous le savez, chaque mardi, nous retrouvons Serge Youssef Ouedraogo pour la chronique Un œil sur la société. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour à toi, Youssef. Bonjour, vous êtes là? Alors, il a eu du mal à s'installer rapidement parce qu'il n'a pas ses lunettes aujourd'hui. Alors, Youssef, désolé, oui. On va appeler à la maison, on va amener les correcteurs là. Mais bon, on va se débrouiller comme ça aujourd'hui. Alors, Serge Youssef Ouedraogo s'intéresse aujourd'hui, du moins, au téléphone portable. Oui. Surtout l'utilisation de ces téléphones portables là au niveau des écoles par les scolaires. Vous êtes là pour apprendre, mais vous utilisez vos téléphones portables. Nous en parlons aujourd'hui. Oui. Mais avant de discuter sur ce plateau, nous allons partir pour écouter les avis des populations et on revient pour la suite. C'est parti pour le micro-trottoir. Bon, le monde maintenant à laquelle on roule, ça fait qu'on n'arrive même pas à se tutoyer entre nous. On ne se partage pas des idées. Tout le monde est fixé sur son téléphone. On n'en parle même pas à l'école. Donc, et ce que j'ai comme conseil pour les élèves ou bien des étudiants, ils sont tout le temps concentrés sur leur téléphone. C'est mieux appréhender la vie actuelle, la vie réelle.
au lieu de voir la vie virtuelle. Lycée, que ce soit école primaire ou bien lycée secondaire ou premier cycle, c'est interdit. Dans leurs articles, dans leur règlement intérieur de l'école, c'est interdit. Par là, un élève n'a pas le droit d'envoyer un téléphone à l'école. Ça veut dire que si on te surprend avec un téléphone, au fait, le superviseur ou bien le censeur va là et doit le confisquer. Selon moi, le téléphone en milieu scolaire, bon, il y a des avantages. Des avantages quand on utilise pour des bonnes causes. Là, ça va. Par exemple, on peut utiliser le téléphone pour des recherches, bon, pour se développer les idées. Par conséquent, il y a d'autres qui utilisent les téléphones pour des causes inutiles. Il y a des élèves qui utilisent les téléphones en classe au moment des cours pour faire du n'importe quoi. Non, parce que ça veut gâter dans l'avenir demain. C'est pas un bon exemple pour les autres. Je peux dire que c'est bon parce que c'est pas en circulation, il peut en avoir un accident en cours de route. À travers ça, on peut prendre le téléphone et puis chercher les contacts de ses parents et puis l'appeler. À l'école aussi, genre, si l'enfant ne se sent pas, s'il n'a pas les numéros en tête, on peut prendre le portable et puis enlever les numéros de ses parents et puis l'appeler. Donc je peux dire de ce côté, c'est possible de lui donner un portable. Merci à Daouda Yamego et merci à Joël Compaoré pour cet élément. Merci surtout à vous, chère population, pour vos avis sur le thème de ce jour. On s'intéresse à l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire, surtout par ses élèves. Youssef, pour certains, c'est bien. Pour d'autres, ce n'est pas bien. En fait, ça dépend de l'utilisation, quoi. Oui, ça dépend de l'utilisation et dans le contexte aussi, et le milieu aussi. On parle de l'école et du milieu scolaire. On peut utiliser le téléphone, si vous êtes à la maison, avec les parents. Si on vous achète le téléphone, il n'y a pas de problème. Mais à l'école, on ne va pas l'utiliser. D'accord. Et quel est justement le regard que tu portes à ce phénomène qui va grandissant, l'utilisation du téléphone portable à l'école et même pendant les cours, il faut le signaler? Il faut avouer que c'est vraiment un phénomène très inquiétant dans la mesure où, comme vous l'avez dit, dans la classe, on parle un peu dans la cour d'abord. Dans la classe, il y a des élèves qui utilisent le téléphone portable quand le professeur donne cours. Donc vous voyez déjà, vos parents vous amènent à l'école, de venir apprendre. Et au lieu d'apprendre avec celui qui est chargé de vous inculquer le savoir, vous apprenez à travers le virtuel. C'est vrai que la technologie aujourd'hui, on ne peut pas s'en dépasser, mais ce n'est pas le lieu de l'utiliser. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaie de recadrer les élèves pour qu'ils sachent qu'il y a le temps de l'utiliser à un moment donné et il y a le temps aussi de ne pas l'utiliser. Donc le téléphone, c'est bien, mais l'utilisation doit être vraiment revue par les élèves. L'utilisation doit être revue. Moi je connais un cas comme ça où on m'a expliqué que pendant le cours en pleine explication, le professeur a vu l'élève qui avait la tête baissée, donc il s'approche pour voir. Et ça veut dire que le professeur est arrivé jusqu'à s'arrêter comme ça. Et l'élève n'a même pas su que en fait, le professeur était à côté de lui. Ouais. Il était là, il regardait une vidéo avec son téléphone Android. Donc il était là tellement concentré que le professeur a quitté le tableau jusqu'à venir à sa place derrière sans qu'il ne sache. Donc, il a juste pris le téléphone et puis, voilà, repartir avant qu'il se rende compte que monsieur l'observait et toute la classe est retournée pour regarder. Donc, ça veut dire que quand on manipule son téléphone en classe, on n'apprend plus rien du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les établissements d'enseignement devraient bannir, interdire l'accès même du téléphone à l'école, pas en classe même au sein de la cour de l'école? Et à ce sujet, c'est tout à fait normal qu'au sein de l'établissement, quand on parle du domaine scolaire, le domaine scolaire, il ne doit pas avoir de téléphone portable qu'un élève doit venir avec son téléphone portable. À partir du moment où vous êtes dans la cour de l'école, c'est interdit. Il y a un règlement intérieur qui interdit même l'utilisation du téléphone portable dans le domaine scolaire. Si ça se fait dans les écoles de formation, ce n'est pas à l'école où on vous apprend là qu'on va vous laisser faire. Donc, on doit bannir le téléphone portable à l'école. Après l'école, si vous pouvez l'utiliser à la maison, ça c'est autre chose. Donc, on dirait qu'on l'utilise pour faire des recherches.
Mais ce n'est pas dans la cour de l'école ou bien en classe qu'on fait les recherches. Le professeur donne souvent des thèmes, vous devez se regrouper en groupe. Voilà, il y a des jours où vous ne venez pas à l'école. En ce moment, c'est libre pour prendre votre portable ou vos tablettes là, pour faire des recherches à l'intérieur, pour pouvoir revenir avec ces exercices qu'on vous a donnés là. Mais quand on vient à l'école pour apprendre, pour étudier, pour recevoir le savoir, et on rentre dans la classe avec le téléphone, ce n'est pas vous-même le problème. Vous pouvez vous concentrer, comme vous l'avez dit tout de suite, là, en train de tripoter ou en train de voir des vidéos, et les autres, ça les dérange. Vous perturbez la classe. Quand votre téléphone sonne, le temps de vouloir décrocher ou de sortir, ça dérange ceux qui sont en train de suivre le cours avec le professeur ou le maître. Donc, on doit le bannir. Est-ce que bannir ou interdire carrément l'école dans la cour aussi de l'établissement, ce n'est pas le cas extrême? On peut peut-être dire que dès que vous rentrez en classe, le téléphone est sous silencieux ou éteint carrément. Mais si, parce que, quoi qu'on dise, il y a des parents qui donnent des téléphones aux enfants parce qu'ils ont besoin à midi de prendre de leurs nouvelles. Ou si l'enfant a des difficultés, qu'on puisse les joindre rapidement. Il y a des enfants qui passent la journée à l'école, des élèves du moins qui passent leur journée à l'école, donc jusqu'au soir. Est-ce que si on retire tous les téléphones, la personne n'a pas de contact avec ses parents, en cas de difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que nous sommes dans un monde moderne, comme on appelle les enfants TIC. Voilà. Avant, il y avait le téléphone portable. Mais vos parents, vous arrivez à vous joindre, non? Ah, non. Non, écoutez-moi. Si c'est nous, là, nous, on avait téléphone portable. Avant. Ah, donc, comme vous êtes là. Moi, je suis de la génération où on avait téléphone portable. Donc, vous êtes. Donc, faut dire. Pas des biberons, mais. Donc, vous voyez que c'est vrai que les parents achètent des portables pour les enfants, mais on peut s'organiser autrement avec l'administration scolaire. Oui. En ce moment, les élèves peuvent amener les portables, mais pas en classe. L'administration scolaire qui est bien organisée là, il y a des surveillants, il y a des éducateurs, des monitrices, ils peuvent gérer les portables au moment où les enfants sont en classe. Si c'est pour repartir à la maison et tu prends ton portable pour que papa puisse s'appeler, ce n'est pas un problème. Mais de dire à chacun de mettre sous silencieux, vous connaissez les élèves. Vous connaissez les élèves. Vous-même, vous avez été élève, donc vous connaissez vous-même. Donc c'est compliqué. Ils ne vont pas respecter. Malgré que les règlements intérieurs disent que c'est interdit même, ils ne respectent pas. Donc on dit que non, bon, on vous donne la liberté de mettre sous silencieux ou bien mettre sous vibreur, ce n'est pas possible. Il faut seulement dire, soit l'administration scolaire s'organise avec les parents pour pouvoir recadrer le système, pour que les enfants puissent avoir les téléphones à la sortie pour pouvoir joindre les parents, soit on n'amène même pas les téléphones à l'école. On n'amène pas. Est-ce que quelque part aussi, Youssef, on a parlé de recherche il y a quelque temps, même au niveau donc, de micro-trottoirs, quelqu'un a parlé des recherches qu'on fait avec aujourd'hui le téléphone portable. Est-ce que cela aussi ne contribue pas à améliorer du moins les connaissances ou les résultats scolaires des élèves? Oui, cela c'est une bonne chose parce que ça contribue à améliorer les résultats des élèves. Mais c'est la manière dont on l'utilise. Quand on parle de recherche, c'est pas dans la classe. On n'est pas obligé d'amener ça. C'est pas dans la classe. Le professeur est en train de donner le cours, que chacun va prendre son téléphone portable pour qu'on fait une recherche. Non. Le professeur va donner un thème à votre groupe et vous allez faire des recherches ensemble. Là, vous utilisez le téléphone portable pour quelque chose qui est bien destiné. Si c'était des écoles où on avait accès aux tablettes, l'intégration des TIC dans le système éducatif, ça devait se faire comme ça. Dans la classe, il y a des tablettes. En ce moment... Mais là, c'est le programme Là, c'est le programme scolaire. Là, il y a des tablettes et c'est bien défini. Et vous travaillez avec les tablettes à un moment donné. Mais là, on dit des recherches. Faire des recherches, ce n'est pas venir en classe avec le téléphone portable, regarder des vidéos, regarder des films pornographiques, faire des messages, ou bien faire des SMS entre élèves dans la classe pour tricher, parce que le devoir, c'est corsé. Donc, je vous écris automatiquement. Donc, vous voyez, on ne peut pas travailler comme ça. Et ça va réussir. C'est vrai qu'il faut signaler ce cas-là, la tricherie via les téléphones portables aujourd'hui. On se rappelle que même pendant les examens scolaires, il arrive qu'on dépêche des élèves comme ça. Oui, bientôt ce sont les examens. Dans un mois, les élèves vont aller chercher les parchemins. Il y a des gens qui sont malins, qui essaient de recenser les formules, voilà, ou bien ils ont des applications. Ils mettent dans le téléphone portable pour pouvoir tricher.
Donc tout ça, c'est des événements des enfants étant suspendus par rapport au téléphone portable en voulant tricher. Donc ça, c'est la fraude. Quand on vous prend, vous êtes suspendu pour une durée, voilà, peut-être 2 ans par rapport au test. Donc vous voyez que le téléphone portable, c'est bon pour faire des recherches, comme on l'a dit, mais quand on l'utilise dans le domaine scolaire, là, avec les maîtres et les anciens qui sont vos anciens encore là, vous perturbez les cours de 1, vous dérangez vos camarades de 2, et vous-même, vous n'apprenez rien. C'est ça. Et ça contribue à votre échec tout simplement. Oui. Alors, Youssef, pour finir, comment faire du téléphone portable un véritable outil d'apprentissage aujourd'hui? Pour que le téléphone portable soit vraiment un outil d'apprentissage dans les différentes écoles, là, il faut une éducation. Il faut qu'on éduque les élèves à l'utilisation rationnelle et citoyenne du téléphone portable. Comment utiliser le téléphone portable? Le téléphone, c'est un moyen de communication, certes, qui a ses effets négatifs et positifs. Donc, voilà ce que vous devez faire pour pouvoir en profiter, pour bénéficier de ce qui vous arrange. Mais ce qui ne vous arrange pas, laissez ça de côté. Donc, quand on éduque les enfants comme ça, surtout les élèves, ils vont savoir que le téléphone est bon, mais on ne doit pas l'utiliser n'importe comment. C'est ça. Et surtout, veillez au respect de vos enseignants, c'est important. Parce que quand vous respectez vos enseignants, vous pouvez justement tirer profit. Parce que c'est eux qui vous donnent le savoir. Mais quand ils sont en classe et que si vous êtes concentré sur votre téléphone, vous leur manquez de respect déjà. Et ce n'est pas intéressant. Merci Youssef. À mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Et Inch'Allah, tu viendras avec tes lunettes. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Et merci à toute l'équipe derrière qui contribue à la réussite de cette émission chaque jour. Tout à l'heure à 10h, vous aurez les flashs en langue nationale morée, mais également donc en français. Et à partir de 11h, l'émission Cadeau du jour avec Bintou Kindo et Honoré Onadia. Quant à nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain à partir de 7h30 pour l'émission Bonjour le Faso. N'oubliez pas, nous sommes installés confortablement au niveau de la rue Wemba Poko. Donc, c'est une rue du moins qui est située dans le quartier Wemtenga. Alors, n'hésitez pas, vous connaissez certainement la rue à travers ces images. C'est ici qu'on se dit au revoir, donc, cuisse.